Ok, donc on va continuer ce cours de drone. On était resté au filtrage enfin à l'estimateur AHRS, donc qui est l'estimateur d'attitude. Euh, on en était resté, je crois, à peu près à ce slide où je vous avais expliqué que pour reconstruire l'attitude, on pouvait commencer par raisonner de façon quasi statique en supposant que l'accélération, enfin la mesure de l'accéléromètre est uniquement due à la gravité. Et donc là, on suppose forcément que le drone, il est statique, hein, donc il subit aucune accélération autre que celle de la pesanteur. Et donc en supposant ça, ce qui est évidemment faux, mais on va voir comment on peut quand même en tirer une information. On arrive, grâce à ces calculs que je vous avais expliqués, hein, en supposant aussi une convention ENU, donc où on a là en l'occurrence le Y qui pointe vers le nord, et donc le plan ZY qui coupe en fait le pôle nord. On peut, grâce au magnétomètre, donc il nous donne un vecteur M qui est dans ce fameux plan là qui coupe le pôle nord. En général, ça pointe vers le bas, hein. Si vous regardez avec votre téléphone, si vous avez installé, je vous avais demandé d'installer l'application MATLAB, là, ça vous donne en fait les trois coordonnées du champ magnétique et si vous regardez où ça pointe plutôt vers le bas, hein. Ce qui est un peu normal si vous visualisez où on se situe sur le globe terrestre et si vous considérez que ça pointe vers à peu près oui, vers le nord, vers un point qui est au pôle nord, à peu près. Et bah, il se trouve que si vous tracez la ligne d'ici, de nos latitudes jusqu'au pôle nord, bah, il se trouve que ça part un peu vers le bas, comme ça. C'est dans le plan qui contient ZG, donc qui matérialise la verticale, donc une normale à la surface du sol, hein, et évidemment l'Y qui pointe vers le nord. Donc ça nous donne cette information-là, hein, donc M est dans ce plan. Par ailleurs, la gravité donne la verticale, donc la normale à la surface du globe, là où on est, à notre position. Et donc, en exploitant, en faisant quelques produits vectoriels que j'avais expliqué la dernière fois, là, on arrive d'abord à reconstruire R BG, et puis en l'inversant, on obtient RGB, qui est donc enfin, la position, l'orientation, la matrice de rotation entre le repère grande G et le repère body B, mais en statique, hein, ou en quasi statique, en supposant que l'accélération du drone est négligeable. Donc il bouge presque pas. Et évidemment, c'est pas le cas en pratique. Et malgré ça, on va pouvoir exploiter cette information en la filtrant, en, en utilisant le filtre de Kalman. Je vous ai montré la dernière fois à travers un petit exemple qui utilisait la vitesse, là, qui estimait en fait la vitesse à partir de la position. Et je vous ai montré qu'en augmentant en fait le bruit, et donc le filtre de Kalman, vous avez principalement deux matrices de covariance de bruit. Une qui concerne la transition d'état, enfin l'équation transition d'état, donc la première équation des deux, hein. La deuxième, c'est la sortie. Bon, celle-là modélise quelque part une erreur de modèle, hein, mais surtout la deuxième matrice de covariance de bruit modélise le bruit sur la mesure. Et donc là, la mesure va être ça. Ben, ça va être injecté comme mesure dans notre filtre de Kalman. Et si on met un gros bruit, enfin, si on modélise, si on dit au filtre de Kalman, attention, cette mesure-là, elle est extrêmement bruitée, le résultat, comme on l'a vu dans l'exemple précédent, va être un filtrage énorme de cette mesure. Et donc, si on filtre passe-bas avec un basse-bas qui a une fréquence de coupure très très basse, cette information-là, eh ben, on va filtrer tous les effets de l'accélération qui vont être considérés donc, du coup, comme des perturbations. Et il se trouve que en moyenne, lorsque le drone, même un drone qui fait vraiment des acrobaties, qui a des accélérations dans tous les sens, hein, si vous moyennez avec une constante de temps, je ne sais pas moi, de 30 secondes
une minute, hein, sur une minute, le drone, il va jamais être en accélération constante, toujours dans la même direction, hein. Enfin, pas les drones habituels, on va dire, hein. Et, et donc, on ne va pas moyenner un offset d'accélération qui va perturber, par exemple, le G. Parce que nous, ce qu'on veut reconstruire, en moyenne, c'est le G, la direction de la verticale. Le magnétomètre, il est pas, évidemment pas perturbé par les accélérations, les mouvements du drone. Un peu par les mouvements, parce que le champ magnétique varie légèrement en fonction de l'endroit où on se trouve, surtout s'il y a des perturbateurs dans le sol. Il y a certains sols qui sont ferrugineux, qui distordent les lignes de champ magnétique. Donc là, ça peut un peu varier. Bon, en extérieur, on considère que ça varie pas trop, que c'est négligeable, mais bon, après un drone en intérieur, c'est autre chose. Effectivement, quand vous êtes dans une structure en béton avec de l'armature en fer, dans du béton armé, du coup, donc du fer dans le béton, ça perturbe énormément effectivement le champ magnétique. Donc là, oui, ça peut beaucoup bouger. Mais un AHRS en intérieur, il marche forcément moins bien qu'en extérieur, justement à cause de ce problème de champ magnétique. Il marche quand même, mais le nord est pas tout à fait juste, on va dire. Euh, bon, bref. Donc, si vous moyennez avec un filtre passe-bas de constante de temps très longue, 30 secondes au moins, voire une minute, donc avec un gros bruit, donc ça, c'est l'équivalent de mettre un énorme bruit sur la mesure dans le filtre de Kalman, vous allez en moyenne reconstruire G, hein, pour des mouvements normaux de drone normaux, hein, qui ne sont pas en accélération constante, par exemple, pendant un très long moment, hein. En général, le drone, bah, il peut accélérer. Bon, il y a certains drones qui font effectivement des missions où ils volent ensuite euh, assez longtemps, disons, à vitesse constante, mais disons, la petite accélération du début par rapport à la phase où il est en vol stationnaire va être négligeable dans la moyenne, et plus le temps va évoluer, plus finalement la mesure moyennée de ça va converger pour G vers le vrai G. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça le principe de base. Et vous comprenez aussi que potentiellement, on n'a pas besoin de faire ça avec un filtre de Kalman, hein. Si, il y a certains algorithmes qui sont basés juste sur des filtres, ça s'appelle le filtre complémentaire par exemple. Mais il y en a d'autres, des algorithmes, hein, qui sont basés sur ce même principe et mais oui, ça fait la même chose, quoi. Nous, là, on va utiliser le formalisme Kalman, hein, pour faire ça. Donc vous allez voir, on va mettre un gros bruit, je vais vous montrer les valeurs relatives des matrices de covariance de bruit, ça va être clair qu'on va mettre un gros poids sur ça, sur cette mesure-là, hein. L'équation de transition d'état, je crois qu'on l'avait abordée la dernière fois. Elle est issue de cette fameuse formule que je vous avais fait, enfin, que j'avais encadrée dans le cours, qui donne en fait la vitesse d'un quaternion en fonction de vecteur vitesse de rotation. Une formule très simple, hein, qui peut se mettre sous la forme d'un produit matrice soit vecteur. Et donc, si l'état, c'est simplement les quatre coordonnées du quaternion qu'on cherche à reconstruire, je vous rappelle, HRS reconstruit l'attitude. Donc, si on arrive à reconstruire les quatre coordonnées du quaternion qui représente l'attitude du body par rapport au ground, eh ben, c'est bon, on a gagné. Donc, a priori, on n'a pas besoin de plus d'état, surtout que notre mesure, là, filtrée, là, enfin, quasi statique du slide précédent, ben, ça va nous donner justement le quaternion. Alors, ok, c'était la matrice de rotation dans l'autre slide, mais je vous ai expliqué, je vous ai montré les formules pour passer d'une matrice de rotation à un quaternion. Donc on peut avoir le quaternion équivalent à cette matrice de rotation de l'autre slide. Et ça va être notre mesure, du coup, donc une mesure complète de tous les états de notre équation d'état. Et c'est là qu'on va mettre une grosse pondération de bruit sur cette mesure pour que Kalman, le filtre de Kalman, la filtre. Euh, Et vous notez aussi au passage, cette matrice A, là pour le moment on est dans le domaine continu, hein. Il n'y a pas d'échantillonnage, mais évidemment un drone fonctionne avec un système embarqué qui lui est un calculateur, et donc il n'y a aucun calcul qui se fait
en temps continu, hein, c'est forcément de l'échantillonner, donc on va échantillonner ça juste après, c'est pas un problème. Mais juste là, notez quand même que la matrice A va varier. Elle va varier au fil des mesures du gyro, parce que là, dans la matrice A, il y a oméga X, oméga Y, oméga Z, qui sont les mesures directement du gyromètre embarqué dans le drone. Et ça va varier en fonction des mouvements du drone. Alors, pour échantillonner, c'est simple, hein. Ça, c'est. Enfin, bon, je sais pas si vous avez tous vu ça. En tout cas, les TPS l'ont vu. Sans doute les INSA. Vous avez vu ça, la représentation d'état échantillonné, c'est bon? OK. Donc, pour passer de la forme continue à la forme échantillonnée, il faut calculer l'exponentielle matricielle de A fois TS avec TS. Donc de A continu à indice C, donc le A précédent, là, du slide précédent, fois TS, la période d'échantillonnage. Là, on va l'approximer au premier ordre, hein, donc développement limité à l'ordre 1 de exponentielle de ACTS. C'est 1 plus ACTS, hein. Donc c'est l'équivalent matriciel du développement limité à l'ordre 1 de exponentielle de x en scalaire, hein. C'est exactement la même chose, même principe. Et donc là, on a A, on obtient A, qui est donc là la matrice de transition d'état en discret, hein, qui nous fait passer de x de k, c'est-à-dire l'état à l'instant courant. K, c'est toujours l'instant courant. Donc de x de k à x de k plus 1, l'état à l'instant suivant. K plus 1, enfin, quand on incrémente k, on évolue vers le futur. Et donc voilà, il nous reste quand même, parce que le filtre de Kalman a besoin certes de l'équation de transition d'état, mais aussi besoin de l'équation de sortie. Et l'équation de sortie, là, elle est très simple, hein, c'est y de k égale à x de k, hein. Donc la matrice C, c'est l'identité, tout simplement. Alors là, on va tester ça, hein, donc en simulation. Là, je vais vous la lancer après, hein, mais là, je vous montre les résultats principaux. Après, on les verra directement et on jouera avec les coefficients. Donc, je vous ai fait deux simus. Une avec un gyro parfait, donc un composant gyromètre parfait qui n'a pas d'offset, ce qui n'existe pas dans la réalité. Et donc là, tout se passe bien, hein. Vous voyez que là, je vous ai montré. Alors, j'ai bougé, bon, j'ai simulé un mouvement au début, hein, et ensuite, j'arrête de bouger. Et ici, je trace en fait, évidemment, comme je simule, je connais tout parfaitement, y compris le mouvement du drone, vu que je simule mes vitesses à partir du mouvement que moi-même je génère. Donc, je sais exactement où je suis, hein, je suis en simulation. Et donc, je peux comparer ce que reconstruit mon bloc HRS, la sortie de mon Kalman, avec la vraie valeur que je connais, parce que c'est moi qui l'ai synthétisée, de la position. Et vous voyez que quand je simule aucun offset sur mon gyro simulé, ça converge vers zéro, l'erreur d'estimation. Donc là, il marche parfaitement bien. Donc bon, déjà, je valide les équations. Il n'y a pas de signe moins qui traîne, il n'y a pas de bug, voilà, dans toutes les équations. C'est en général un premier test unitaire qu'on fait quand on implémente n'importe quoi d'ailleurs, hein. On se met dans des situations optimales, simples. C'est l'intérêt de la simulation aussi, c'est on peut se placer dans des situations simples, maîtrisées et faire des tests unitaires. Et ensuite, je commence à un peu m'approcher plus de la réalité. Je sais par expérience qu'un gyromètre a toujours des offsets et donc je vais rajouter artificiellement dans mon simulateur de gyro un plus. Je vais rajouter des offsets sur les mesures. Comme ça, voilà, je décide avec un ordre de grandeur qui correspond aux ordres de grandeur habituels des offsets observés sur les gyros assez bas de gamme en fait qu'il y a sur les drones. Et là, vous voyez que ça se passe beaucoup moins bien pour l'estimation. Ici, vous voyez les erreurs résiduelles qui se stabilisent, même quand ça ne bouge pas, là, à des valeurs quand même qui sont pas négligeables. Ça, c'est des radians, hein. Donc, vous voyez, ça se stabilise pour le pire. Là, c'est l'angle. Alors, ça, c'est roll pitchio. Je reconvertis ensuite en roll pitchio, hein. Évidemment, c'est le quaternion qu'on estime. Mais là, vous affichez les coordonnées de quaternion. Bon, on ne sait pas combien ça fait, quoi, en radians.
Et donc, je vous le reconvertis en roll pitch pour avoir une meilleure idée de l'erreur qu'on commet. Et vous voyez qu'au pire, là, on fait quand même pratiquement allez, 0,15 radians d'erreur. 0,15 radians d'erreur, ça fait quand même pas mal hein, si vous convertissez. Une dizaine de degrés, je pense, à vérifier. Mais oui, on est loin de l'épaisseur du trait, hein. Là, ça, c'est pas tolérable, hein, ce genre d'erreur. Alors, on va voir ça directement sur la simulation, donc je vais un peu vous la détailler. Alors, on va d'abord voir, blablabla, c'est où? C'est AHRA simple. Donc, c'est ça, hein, c'est le Kalman de base, qui est ultra simple. Alors, on va déjà vérifier comment j'ai implémenté ça. Alors, le bloc important, il est là, hein. Euh, mais là, Our Kalman Filter. Et ça, je le compare on pourrait se dire, ouais, mais bon, si on intègre directement la formule là entre les valeurs gyro et les quaternions, il suffit de faire l'intégrale, ça marche, quoi. Donc non, ça peut pas marcher parce que justement à cause des offsets, hein. Et donc là, j'ai un bloc qui fait ça justement pour montrer que ça marche. Mais alors là, pas du tout, quoi. Et j'ai un simulateur d'IMU ici. Et vous voyez, enfin, ici, alors c'est à chaque fois des MATLAB functions, hein. Et donc ça, c'est exécuté à chaque pas de la simulation qui correspond à chaque période d'échantillonnage. La simulation est à temps discret et cadencée exactement fait un nouveau calcul à chaque période d'échantillonnage. Et vous voyez ici, j'ai un commentaire là. Pour le moment, j'ai pas mis les offsets sur le gyro, sur la mesure gyro. Donc vous avez directement les informations de gyro out qui sont égales à il y a l'entrée là qui provient en fait de ma trajectoire, hein. Donc ma trajectoire, je la définis avec des blocs. Je crois que c'est un bloc générateur de fonctions ou un truc comme ça, hein. Donc je connais tout sur ma trajectoire, donc je connais même ma vraie vitesse pour la trajectoire. Et là, je me donne la possibilité de la modifier éventuellement, hein, que ma mesure soit un peu biaisée. Si je décommente ça et je commente ça, ben, ma mesure, gyro, va être offsetée sur X, Y, Z de ces valeurs-là. Donc, ça peut paraître petit, là, hein, c'est du 5, 10-2 max, hein, mais vous allez voir que ça va avoir un impact significatif sur la reconstruction. Là, pour le moment, il n'y a pas d'offset, donc c'est un gyro parfait. Donc, je définis, c'est vraiment mon simulateur d'IMU, hein, donc j'ai ma gravité, je projette cette gravité dans le repère body et j'ai mon champ magnétique et je le projette dans le repère body. Donc je simule en fait ce que mesurerait un IMU qui serait situé sur le repère body en fonction évidemment de la vraie attitude que je connais, vu que c'est moi qui la génère, du body, hein. Et donc ça, c'est juste le bloc qui fait le changement de repère et la synthèse de la mesure de l'IMU qui est parfaite ici tant qu'il y a ce commentaire-là. Et dès que je vais passer, décommenter ça et recommenter ça, là, ça sera un peu imparfait, un peu plus proche de la réalité, avec une mesure gyro qui va être biaisée par rapport à la mesure parfaite. OK, donc ça, c'est le simulateur d'IMU. Donc là, il y a le filtre de Kalman, et c'est là-dedans qu'il y a le calcul du slide quasi statique, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. Donc là aussi, c'est un script, hein. Notez au passage là que j'ai des variables persistantes. J'ai besoin de variables persistantes qui restent d'une itération à l'autre, hein. Donc là, il y a un moyen de faire ça. Si vous êtes dans un bloc de ce type-là, hein, vous déclarez, c'est le mot-clé persistent, hein, donc qui permet de dire à Simulink que cette variable-là, tu ne me l'oublies pas d'une itération à l'autre. Et évidemment, il faut initialiser également notre Kalman, hein. Et vous voyez qu'il y a un persistent first time qui, initialement, il n'y a rien dedans, hein. Et donc, si je teste qu'il n'y a rien dedans,
Donc, je suis donc du coup à la première itération. À ce moment-là, je fais les initialisations du Kalman qu'on avait vu dans l'algorithme que je vous avais présenté en cours, hein. Il faut initialiser XKM, euh, enfin l'état courant, hein. Et là, l'état courant, vous voyez que je m'embête pas, c'est le quaternion qui représente l'identité. Ça, c'est l'équivalent d'une matrice de rotation identité, donc pas de rotation du tout. Et par ailleurs, là, je m'embête pas non plus pour la covariance de l'erreur. Je l'initialise à 1, enfin à la matrice identité, hein. Vous voyez, I4, ça vous fait identité de dimension 4, 4. Voilà. Et évidemment, il faut que je fasse first time égale 1 parce que sinon, à chaque itération, il va me faire ça, hein, il va m'écraser, hein. Donc, à la deuxième itération, first time ne sera plus empty et donc il ne fera pas ce petit bout de code d'initialisation. Ensuite, il me faut reconstruire ma mesure. Donc ça, c'est les calculs, c'est ça les calculs du slide quasi statique, hein, avec les produits vectoriels là. Produits vectoriels en MATLAB, c'est cross. Donc ici, vous allez récupérer donc la matrice de rotation, là, RGB, à partir de l'information d'accélération là, à 1, à 2, à 3, et l'information de magnétomètre simulé, évidemment, M1, M2, M3. Là, vous allez reconstruire, donc je vous ai dit, bon, on a la matrice de rotation, mais nous, notre mesure, c'est des quaternions. Donc il faut convertir cette matrice de rotation en quaternions, et là, vous avez des fonctions toutes faites sous MATLAB, hein. Là, en l'occurrence, c'est rot M, donc matrice de rotation, to quat, relativement explicite, et ça vous donne donc l'autre mesure. Alors j'ai un prime ici pour ça, c'est toujours pénible avec MATLAB, les vecteurs, on ne sait jamais s'ils sont en ligne ou en colonne. Et il se trouve que les quaternions, c'est pas des vecteurs colonnes. Dans MATLAB, c'est des vecteurs lignes. Et mon Y, la mesure dans la représentation d'état, c'est toujours un vecteur colonne. C'est pour ça qu'il y a ce prime. Le prime, c'est transpose, hein, si vous avez oublié. Et j'ai également ici une petite conversion en angle de l'air. Ça, c'est pas du tout pour le Kalman, c'est pour ma comparaison ensuite pour mes plots. Les plots, je les fais en angle de l'air parce que c'est beaucoup plus facile à interpréter, hein. Donc ça, c'est pour plutôt pour la partie visu. La HRS l'utilise pas. Ensuite, je fais l'update de la matrice A. Je vous rappelle, la matrice A n'est pas constante. Elle dépend des informations gyro, donc oméga X, oméga Y, oméga Z. Et là, vous voyez, bah, c'est exactement ce qu'il y avait en cours. Donc le AC continue et ensuite A qui est l'échantillonnage, la version échantillonnée de la matrice de transition continue. Voilà. Et ensuite, vous avez toutes les équations du Kalman, hein, avec prédiction. Là, je vous ai mis les commentaires, hein, qui correspondent exactement à ce qu'il y a dans le cours, hein. Prédiction, calcul du gain de Kalman, update de la matrice P, estimation. euh, voilà. Et donc, vous notez un truc ici qu'il n'y a pas dans le cours, enfin dans l'algo générique de Kalman, mais qui est nécessaire ici, c'est la normalisation du quaternion. En effet, l'état, donc vous allez mettre à jour l'état, mais il n'y a aucune garantie que la mise à jour de l'état, en fait, Kalman ne sait pas que l'état, c'est un quaternion. Kalman ne sait pas que ces quatre coordonnées de quaternion sont liées. Il y a une contrainte sur ces quatre coordonnées quaternions, c'est que la norme doit toujours être égale à 1. Ça, à aucun moment, on l'a mis on l'a mis dans les équations d'état. Et donc, on a quand même fait une approximation, hein. C'est l'approximation au premier ordre, développement limité à l'ordre 1 là, pour discrétiser A. Donc voilà, c'est une approximation, hein, tout ça. Et donc, il n'y a aucune raison que ça soit sa norme, après tous ces calculs, soit exactement égale à 1. C'est pour ça qu'on force ensuite la norme à être égale à 1. Et donc ça, c'est très simple, hein, c'est x est égal à x divisé par norme de x. Donc, voilà. Ça ne consomme pas beaucoup de temps CPU et c'est beaucoup plus simple à faire pour info que si on avait travaillé avec les matrices de rotation. Parce qu'il y a une autre façon, là, où on aurait pu utiliser également les matrices de rotation. Mais les matrices de rotation, c'est des calculs beaucoup plus complexes et lourds.
Et même, alors non seulement pour la transition d'état, tout ça, ça aurait été beaucoup plus, vu qu'il y a 9 termes au lieu de 4, évidemment, ça, il y a plus de calculs. Mais après, pareil, si l'état, c'est par exemple les coordonnées les termes de la matrice de rotation, il n'y a aucune garantie que que ce qu'on obtient là soit une matrice de rotation, c'est-à-dire que la norme de chaque colonne égale à 1 et que chaque colonne soit perpendiculaire 2 à 2. Donc là aussi, il aurait fallu faire une normalisation. Mais cette normalisation pour une matrice de rotation est beaucoup plus complexe. Bon, pas énormément, mais quand même beaucoup plus lourde en termes de calcul que cette simple normalisation d'un quaternion. Encore un autre argument en faveur de l'utilisation du quaternion pour alléger les calculs embarqués, qui, je le rappelle, tourne sur un CPU qui doit être léger, parce que bon, il doit être embarqué sur un drone et tout le moindre gramme supplémentaire sur un drone compte. Et donc, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas énormément de ressources, hein. Donc, on privilégie des algorithmes efficaces, hein, qui font le même job, là en l'occurrence, pour beaucoup moins d'énergie consommée de temps CPU. Et ensuite, il y a juste encore de la petite conversion en angle de l'air que je sors également ici, Ulm. Donc, je sors le X. Alors, X est égal. Ah oui, je sors directement les angles de l'air. OK. Ouais. Donc, il calcule en interne en quaternion. Et ce que je sors, c'est les angles de l'air dans le but, évidemment, de visualisation. Parce que, en effet, regardez ce que je fais là. Donc, je vous ai dit, ah oui, c'est pas un générateur de fonctions que j'utilise, c'est directement le bloc sinus, hein. Donc, je vais faire des mouvements sinusoïdaux. Donc, je vais faire des oscillations en vitesse, hein, enfin X, Y, Z. Là, du coup, c'est pas roll pitcho, hein. C'est vraiment les coordonnées du vecteur vitesse qui vont osciller de façon sinusoïdale. Et ici, vous voyez que je reconstruis les angles de l'air roll pitcho à partir de ces vitesses, ces coordonnées du vecteur vitesse, grâce à une formule qu'on a vue là dans le cours de robotique et qui est la formule qui nous permet de lier les vitesses de Rolpicchio aux vitesses, aux coordonnées du vecteur vitesse, hein. C'était un jacobien qu'on a établi au chapitre 3, il me semble, du cours de robotique, hein. Et donc, c'est ça qui est utilisé ici pour la visualisation. Ça, c'est uniquement pour la visualisation parce que c'est beaucoup plus simple d'interpréter des erreurs en roll pitcho plutôt que d'interpréter des erreurs en coordonnées de quaternion, tout simplement. Donc, vous ne vous laissez pas perturber par ça, là, hein. Ça, c'est juste pour des besoins d'interprétation des résultats. C'est plus simple d'être dans le domaine roll pitcho, c'est tout. On envoie donc les vitesses, les accélérations, parce qu'il y a aussi une accélération là qui est ajoutée, hein. Et là, il y a des blocs fois, hein. Ça ne doit pas non plus vous perturber. Ça, c'est juste un interrupteur. C'est une façon pour moi de couper en fait cette excitation au bout d'un certain temps. Vous voyez que c'est ici un bloc step là qui passe de 1 à 0 à t est égal à 5 secondes. Ça veut dire qu'au-delà de 5 secondes, on multiplie toutes les entrées par 0, là, vous voyez, donc l'accélération et les trois coordonnées oméga x, oméga y, oméga z. Et donc, on arrête en fait le drone, on le stoppe en simulation, évidemment, au bout de 5 secondes. Donc, pendant 5 secondes, il fait des mouvements comme ça, là, en accélération aussi. Et au bout de 5 secondes, tout s'arrête et on laisse converger le Kalman et on regarde ce qui se passe. Voilà pour cette simu, je crois que j'ai tout dit. Non, il y a encore un truc qu'il faut que je dise. Là, c'est Ideal Quaternion Integration. Donc là, on se contente en fait d'intégrer en fait le quaternion avec l'équation cinématique du quaternion. Donc j'utilise en gros que l'équation de transition d'état, hein, pour estimer en fait Q à partir d'un Q0. Sachant que le Q0 initial, il est toujours matrice identité, hein. Donc là, dans la simulation, je ne pars pas d'un Q autre que 0, hein, pour simplifier. Donc là, je me contente d'intégrer, donc juste d'utiliser
la matrice de transition d'état sans tenir compte des biais, du bruit et tout ça, quoi. Et, ah oui, non, il me reste un truc à vous montrer quand même. C'est ce que j'ai défini comme paramètre de matrice de covariance de bruit. Donc là, c'est dans, je vous rappelle, là, on peut définir une init function qui définit des variables qu'on peut modifier hein, éventuellement. Et là, vous voyez R, c'est la matrice de covariance de bruit de mesure. Vous voyez que c'est 10, une matrice qui a... Alors, c'est toujours des matrices diagonales, hein. Enfin, bon, on peut éventuellement mettre des couplages, mais bon, en général, c'est des matrices diagonales, hein. Donc là, c'est 10 sur la diagonale, partout. Alors que Q, le bruit sur la transition d'état, c'est un 10-4. Donc là, ça veut dire que je dis à Kalman, j'ai une confiance absolue dans mon équation de transition d'état. Par contre, je n'ai pas du tout confiance dans ma mesure. Et forcément, ma mesure, je veux qu'il la filtre, qu'il en tienne il en tienne compte, mais avec une constante de temps, un lissage très très passe-bas, hein. Et donc c'est exactement ça qui est codé là dans ces paramètres d'initialisation. Ok, donc là maintenant on peut passer à la simu. Donc voilà, simulation, run. Toc. Alors on va déjà voir ça. Donc ça c'est la comparaison entre l'attitude estimée et l'attitude réelle qu'on synthétise, hein. Donc vous voyez qu'au début, bah, il y a une petite erreur bon, qui est quand même assez limitée parce qu'il faut laisser le temps au filtre de Kalman de converger, hein, et notamment il y a des initialisations qu'on a fait au pif. Alors, notre Q initial, il est juste, hein, on l'a correctement initialisé à 1, 0, 0, 0, qui correspond à la réalité. Mais par contre, le P n'est pas initialisé correctement et doit prendre un certain temps pour converger vers la vraie valeur. Donc, vous voyez bon, il y a une erreur, certes, mais elle est relativement limitée. Et quand on arrête à t égale 5 secondes, vous voyez, les mouvements s'arrêtent là, et très rapidement, ça converge vers 0, hein. Donc, on ne commet aucune erreur d'estimation. Et maintenant, je vais rajouter dans mon émulateur d'IMU, je vais rajouter du bruit. Pas beaucoup, mais quand même. Voilà, on fait ça comme ça, tout simplement. On resimule. Fini. Voilà, donc je fais pareil, j'ouvre ça. Ah non, il n'est pas fini. Il est en train de simuler. Donc, vous voyez que ça converge bah, pas plus vers 0, hein. À partir de t égale 5 secondes, il ne bouge plus. Mais il y a un offset sur le gyro, donc il croit que ça bouge encore finalement, hein, parce que à cause de ces offsets, et ça va complètement le perturber dans son estimation. Là, on va avoir une erreur quand même assez significative d'estimation. On peut aussi regarder si on fait juste si on considère le quasi statique là. Donc là, il est intéressant de noter que même avec des offsets sur le gyro, la méthode quasi statique, à partir du moment où on s'arrête, va converger vers la valeur optimale. Forcément, elle n'utilise pas le gyro, hein. Tout ce qui est biaisé là, c'est le gyro. Et à partir du moment où on est statique, cette hypothèse-là, ce calcul-là avec les produits vectoriels, il est parfaitement juste. Donc c'est normal qu'à partir du moment où ça s'arrête, ben, l'erreur est très faible et nulle, hein. Et par contre, pendant la phase de mouvement, là, l'erreur est beaucoup plus grande, évidemment, qu'avec le Kalman, parce que l'accélération vient complètement perturber l'estimation de la verticale. Donc ça, c'est normal. Et on va encore voir juste la troisième, là, qui est l'attitude en utilisant uniquement l'intégrale des gyros. Bah, comme il y a de l'offset, évidemment, ça ne peut pas marcher, quoi. Ça va intégrer l'offset avec le temps et vous voyez, ça diverge. Il y a un petit saut là, ça c'est lié au fait que ça passe de moins pi à pi, hein, c'est le saut moins pi à pi. Alors vous pouvez le corriger ça avec la fonction unwrap, hein, pour info, permet d'éviter ces sauts, hein.
Bon, enfin bref, voilà, ça diverge, hein, ça marche pas. Ok, alors comment est-ce qu'on fait pour corriger ça? Eh ben, on va modifier notre Kalman. Donc, on va revenir à la presse. Euh, donc, la solution consiste à étendre l'état. Hein, quand vous avez des offsets comme ça, un observateur, l'observateur, donc Kalman c'est un observateur, peut être utilisé pour estimer ces imperfections et notamment ces offsets. Et donc là, on va modifier notre état dans ce sens-là. Au lieu de mettre que les quatre coordonnées du quaternion dans l'état, là, vous voyez que le x, bah, il est étendu. Il est étendu avec, on va non seulement y mettre les delta x, delta y, delta z, qui sont les offsets du gyro, mais on va également mettre les mesures du gyro. Donc on rajoute dans l'état les mesures du gyro, donc les trois coordonnées oméga x, oméga y, oméga z, et les offsets sur ces mesures. Et donc on va définir ces équations de transition d'état. Alors là, elles sont plus du tout linéaires, hein. Donc là, on passe dans le domaine non linéaire, et c'est pour ça que le titre est passé de Kalman filter à Extended Kalman filter. Quand il y a extended devant, ça veut dire que c'est un filtre de Kalman adapté à des modèles non linéaires. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail. Bon, alors il y en a qui ont suivi le cours de filtrage de Kalman, donc c'est ça parfaitement ce que c'est. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le filtre de Kalman, c'est pas un problème, hein. Ce qui est bien avec le filtre de Kalman, c'est qu'on peut l'utiliser sans connaître tous les détails. Il suffit de comprendre le principe. Et là, je vais vous donner le principe du filtrage de Kalman étendu. Le principe, c'est vous avez des équations non linéaires qui décrivent comment on passe de x de k, là, c'est ces équations-là, je vais vous les détailler après, hein, comment on passe de x de k à x de k plus 1. Et donc, l'algorithme du filtre de Kalman étendu, tout simplement, il va essayer de trouver le A moyen, le A à l'endroit, à l'état où on se trouve, en procédant par des moyens numériques de calcul de gradient. Hein, c'est-à-dire qu'il va faire des petits steps sur le X, et il va regarder le X plus 1, et il va en déduire la dérivée, hein, donc les dérivées partielles là, de tous les termes de la matrice de transition de façon numérique. En gros, il va faire une linéarisation à l'état courant de la matrice de transition d'état. Voilà ce qu'il va faire, numériquement. Alors, vous pouvez l'aider si vous avez des problèmes de temps de calcul, parce que ça demande beaucoup de calcul, hein, cette linéarisation, là, ces petits pas qu'il va faire sur les x pour tester toutes les dérivées partielles. Et bon, c'est pas monstrueux non plus, hein. Là, dans ce cas-là, ça tient largement sur un système embarqué. Mais bon, vous pouvez l'aider en lui donnant, si vous l'avez, hein, vous l'avez pas toujours, mais parfois on peut le calculer algébriquement, hein. Vous pouvez l'aider en donnant explicitement le résultat, hein, sous forme algébrique. Et donc là, on va pas le faire, hein, on va pas l'aider, on va le laisser se démerder. On va juste lui donner les équations de transition, et vous voyez qu'elles sont relativement simples. Vous avez la transition, vous voyez les quatre premiers termes là, de x, c'est nos coordonnées quaternions. Donc ça, c'est exactement la même équation de transition d'état qu'avant, hein. C'est ça là, mais discrétisé là. C'est donc le exponentiel de a fois ts, hein, approximé à l'ordre 1, hein. Donc ça, on l'avait déjà écrit. Mais ça concerne que les quatre premiers termes de l'état. Après, on a euh, toujours notre matrice AC là, qui intervient là, qui dépend certes des oméga x, oméga y, oméga z, mais vous voyez qu'avant, il faut exprimer, recalculer ces oméga x, oméga y, oméga z en considérant qu'il y a de l'offset. Donc, c'est plus directement les mesures du gyro, c'est les mesures du gyro, donc les x5, x6, x7, vous voyez là-haut, x5, x6, x7. Alors là, c'est peut-être pas très heureux. Oui, c'est pas du tout heureux ce que j'ai fait là. Il faudra que je modifie ça.
Mais là, je peux pas le faire en live parce que ça demande un peu trop de modifications. Mais pour ceux qui, là, vous pouvez être perturbé, hein. Euh, ça doit avoir un autre nom que ça là-bas, hein. C'est pas les mêmes, hein. Ça, si vous voulez, c'est les mesures modifiées. Là, il y a les mesures vraiment brutes là, qui sortent du gyro. Et là, je les modifie, vous voyez, pour tenir compte de l'offset. J'enlève l'offset à chaque fois sur les mesures. Donc forcément, je dois mettre une autre variable. Il faut que je me mette une note quelque part. J'espère que j'y penserai. Et donc là, ça doit être un oméga X prime, oméga Y prime, oméga Z prime, donc la mesure déoffsetée, quoi. Donc on enlève l'offset. L'offset qu'on va estimer, hein. Et donc c'est ce oméga X, oméga Y, oméga Z déoffseté qu'on va mettre là dans AC, alors qu'avant on mettait le brut, quoi, celui qui a l'offset. Et forcément, vu que là, maintenant, les termes là, dépendent de l'état, bah là, on est très non linéaire, hein. Donc, on a une équation d'état qui elle-même a une matrice A qui dépend de l'état. Donc là, on n'est plus du tout dans le formalisme. On peut écrire x de k plus 1 est égal à A fois x de k. Donc, on écrit les équations, on peut quand même écrire les équations de transition d'état, et on va fournir ces équations-là, je vais vous montrer comment, à MATLAB, qui lui va faire ce calcul de linéarisation numérique autour du point courant. Voilà le principe. Et l'idée, c'est que Kalman va pouvoir estimer, au fur et à mesure des itérations, va faire converger les delta X, delta Y, delta Z, donc dans son état, vers les vraies valeurs d'offset de l'IMU. Donc, on va les trouver tout seul. Il a le modèle, il va voir que bah, il y a une disparité entre ce que je mesure et la réalité. Et ces degrés de liberté pour corriger cette disparité, bah, ça va être ces trois états là d'offset qui vont converger vers les bonnes valeurs et qui vont donc permettre d'estimer une attitude parfaite. Alors, il reste l'équation de mesure. Les mesures, c'est pas tout, hein, parce qu'on n'a pas de mesure, évidemment, de l'offset, hein, ce serait trop beau. On a des mesures du quaternion, mais en quasi-statique, qui est faux dès qu'on accélère, mais qu'on va moyenner comme avant. On a des mesures du gyro, donc c'est de 4 à 7 là. Par contre, on n'a pas de mesure de ça. Donc notre équation de sortie, hein, c'est une équation de sortie qui prélève uniquement les 7 premiers états sur les 10 états en tout. Voilà. Et donc on va... Oui, comment quoi? Bah ça, c'est la magie de Kalman. Précédemment, le modèle n'avait pas, enfin, le modèle de transition d'état n'avait pas d'état supplémentaire pour éventuellement corriger des offsets. Donc, il essayait de faire un petit compromis, hein, pour que l'erreur de... N'oubliez pas, hein, ce qu'optimise Kalman, c'est l'erreur de prédiction de l'état à un pas. C'est ça qui va minimiser. S'il n'a pas de degré de liberté pour tenir compte de quelque chose qu'il n'a pas modélisé, ben, il va trouver un compromis. Et ce compromis fait que bah, ça converge vers une erreur non nulle. Alors que si on lui met des états supplémentaires, il va avoir des degrés de liberté supplémentaires pour ajuster. Et ces degrés de liberté supplémentaires, ces états supplémentaires vont être utilisés pour faire converger l'erreur vers zéro. Et notamment lorsqu'on arrête de bouger. Parce que quand on arrête de bouger, la mesure là, quasi statique est parfaite. Et donc, c'est là qu'il va pouvoir, là, il a une opportunité vraiment d'estimer correctement les deltas. Parce que quand il va voir que le quasi-statique ne bouge plus et que son gyro lui dit tu bouges, il va y avoir un hiatus entre les deux, quoi. Et donc la façon de corriger ce hiatus pour le Kalman va être d'utiliser ces degrés de liberté supplémentaires et ils vont converger du coup vers la vraie valeur et on va le voir. Donc on peut carrément estimer. D'ailleurs après, ce qu'on va faire, on va pouvoir comparer nos téléphones. On va donc utiliser cet Extended Kalman Filter avec l'IMU du téléphone. Et donc, l'algorithme va nous donner les offsets du gyro de votre téléphone. Et on va pouvoir les comparer.
Voilà comment ça se présente, donc avec le KF. Donc je vous présente l'algo après en détail, hein. Là, pour le moment, c'est juste les résultats. Donc, vous voyez que ça converge dès que ça bouge plus. Donc là, c'est à partir, là j'ai changé, hein, c'est à partir de, je crois, 20 secondes, 25 secondes, hein, que ça arrête de bouger, hein, on le voit très bien là. Et ben l'erreur converge vers zéro malgré la présence d'offset. Et vous voyez, ça, c'est l'état. On peut sortir même si on les mesure pas, on peut quand même les avoir, hein. C'est ça l'intérêt d'un observateur, hein. C'est de pouvoir sortir des mesures qui n'existent pas. Donc d'avoir des capteurs virtuels, si vous voulez, qui sont reconstruits par le calcul. Et donc, si on regarde ces trois derniers états, donc qui sont les delta x, delta y, delta z, ben, ils convergent vers des valeurs et vous allez voir que c'est exactement les valeurs qu'on a simulées. Alors, on va voir comment ça s'implémente. C'est pas monstrueux, hein, c'est pas la peine d'avoir peur de ces trucs-là. C'est sûr que c'est peut-être des termes qui sont un peu barbares là. Il faut s'habituer. Si vous avez compris le principe du Kalman et du Kalman étendu, vous n'avez pas besoin de rentrer dans toute la théorie pour pouvoir l'utiliser. L'extended Kalman filter, bon, c'est pas vous qui codez l'algorithme, hein, c'est codé dans MATLAB. Si vous n'êtes pas sous MATLAB, évidemment, il faudra le coder vous-même, mais ça existe, hein. Il y a des boîtes à outils, des librairies C, C++, Kalman, il y en a un peu partout. Donc, bon, voilà, vous pouvez vous contenter d'être utilisateur, hein. C'est quand même un truc qui est tellement vieux, c'est vieux, hein, Kalman, hein, que c'est établi. Il y a des choses qui existent, open source, qui marchent très très bien et qu'on peut récupérer. Donc, ceux qui veulent le tester chez eux, donc ça va être dans, donc je vais pas sauvegarder, dans AHRS Offset. Donc, il y a trois sous-répertoires là. Donc, HRS Offset, c'est le Kalman étendu. Voilà. Je, bon, alors, je vais commencer par vous expliquer le schéma bloc. Alors, il change pas, il n'y a pas grand-chose qui change, mais il y a deux, trois trucs qui changent. Donc, vous voyez, c'est pareil. On génère des mouvements sinusoïdaux de vitesse suivant X, Y, Z. On les arrête là au bout de 25 secondes, vous voyez. Évidemment, on met de l'accélération également, hein. Euh, et on a notre générateur là de mouvements, enfin de notre convertisseur, pardon. Ça, c'est le générateur de mouvement. Ça, c'est le convertisseur en roll pitcho idéal, les vrais roll pitcho. Et ici, on a donc notre simulateur d'IMU dans lequel on a bien rajouté l'offset. On vérifie quand même, hein. Donc là, on a bien le cas où on a décommenté cette ligne-là où il y a les offsets. Retenez ces valeurs 0,05, moins 0,01, 0,05. Parce qu'on va vérifier que Kalman nous les reconstruit correctement. Ici, on a notre filtre de Kalman, qui est le filtre de Kalman simple d'avant. On va le comparer les deux, dans ce cas précis, avec ces réglages-là en particulier. Et là, on a encore l'intégration idéale, hein, comme avant. Donc ça, c'est le Kalman d'avant, le simple, celui qui n'a pas les offsets dans son état. Celui-là, c'est l'intégration idéale. Et celui-là, bah, c'est le Kalman étendu. Non, c'est pas celui-là. C'est ici, le KF. Voilà, c'est un bloc MATLAB. Donc là, vous utilisez le KF de MATLAB. Alors, vous pourriez le calculer, l'implémenter aussi dans un bloc MATLAB Function, hein. Les équations ne sont pas beaucoup plus compliquées que... Mais il faut faire la partie estimation, linéarisation, là. Bref, c'est pas monstrueux, hein. Si vous voulez l'implémenter vous-même, c'est pas non plus très compliqué. Mais là, il se trouve qu'il y a un bloc tout fait. Alors, je vous explique comment il marche, parce que ça peut être intéressant. Vous avez notamment, alors ce qu'il faut, bon, évidemment, vous définissez vos bruits directement dans le bloc, là. Vous voyez les covariances, là. Ils sont là, covariance sur donc la transition d'état, state transition. Donc, vous voyez, cet espace-là concerne uniquement la transition d'état. Et vous avez un appel à une fonction. Et celle-là, c'est à vous de la définir. C'est là-dedans, c'est un script dans lequel vous allez écrire bah, les équations de transition d'état qu'on a écrites sur le slide.
Et là, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être la forme que vous voulez, quoi. Et donc, ça peut être très, très non linéaire. Et donc là, j'ai défini donc cette matrice de covariance de bruit de la transition d'état. Et donc, vous voyez, j'ai des 1 10 puissance moins 6, 1 10 puissance moins 2, 10 moins 4. Voilà. Et ici, vous avez la partie mesure. Ah bon, initialisation. Initialement, le quaternion est égal à 1, 0, 0, 0. Et tout le reste est égal à 0. Facile. Initial covariance, bon, c'est le P, hein, c'est 1. Voilà. Si en général, c'est ce qu'on fait. Et vous avez la fonction de mesure. Donc ça, c'est l'équation de mesure dans un script. Donc là, dans notre cas, c'est très simple. Là, on prélève les 7 premiers termes de l'état. Enfin, on définit la mesure des 7 premiers termes de l'état et les 3 derniers, ben, ils sont pas mesurés. Et là, c'est la covariance de bruit sur la mesure. Et vous voyez que il y a une grosse valeur là, énorme par rapport à l'autre. Donc ça, c'est les mesures de vitesse, hein, 10-2, alors que là, c'est les mesures quasi statiques du quaternion, de position. Et là, j'ai mis 10 pour dire au Kalman, ça, c'est pas fiable, donc tu vas me le filtrer à mort. Et donc, on va encore regarder un peu dans les scripts, qu'est-ce qu'il y a. Il y a la fonction de transition, donc vous voyez, c'est des points M, hein. Il doit avoir respecté quand même un certain format, hein. Donc là, je l'ai bien annoté et tout. Enfin, je pense que c'est relativement explicite, hein. Donc c'est, bah là, il faut que ça soit une fonction. Donc là, il faut que ça soit, là, vous n'avez pas le choix, hein. Il faut que ça soit le même nom que le nom du fichier, hein, sinon ça marche pas. Et il y a x de k là, qui est l'état courant, et ça sort l'état suivant, hein. Xk1, c'est l'état au pas suivant, et calculé à partir de l'état courant. Et là, on peut mettre des entrées additionnelles. Et moi, je trouve que j'ai besoin de la période d'échantillonnage. Dans mes équations de transition d'état, là, à un moment, il y a TS. Donc j'ai besoin d'une entrée supplémentaire. Pas de problème, ça marche aussi. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez là. Quand vous en rajoutez là, automatiquement, ça va vous rajouter des entrées supplémentaires dans ce bloc-là. Et donc là, ça c'est l'entrée qui correspond à la première variable supplémentaire. Et là, j'ai mis simplement un bloc constante avec TS à l'intérieur. Donc là, c'est les équations du slide, hein, sous forme MATLAB, hein. Il n'y a rien de. Vous voyez que c'est dans les états, dans l'état, là, il y a en 5, 6, 7, il y a la mesure brute, raw data du gyro, et je lui retranche en 8, respectivement 8, 9, 10, qui sont delta X, delta Y, delta Z. Donc je retranche les offsets à la mesure, et donc normalement là, après, si les offsets sont bien estimés, j'ai une mesure non offsetée. Parfaite. Avec la mesure non offsetée, je définis mon AC, ensuite mon A. Donc, je fais un temp là de la transition d'état. Ouais, ok, donc je le mets dans temp. Pourquoi je le mets dans temp? Ah oui, parce que ensuite je reconstruis l'état final. Alors, ce que je viens de voir là, et qui pourrait quand même améliorer les choses, c'est que j'ai pas normalisé mon quaternion là. On va peut-être le faire quand même, hein. Temp est égal à temp sur norme de temp. Norme. Voilà, ça devrait être un peu mieux, hein, comme ça on force la partie, parce que ça c'est juste la partie quaternion, hein, on force la partie quaternion à avoir une norme égale à 1, donc être un quaternion unitaire, hein, les seuls à même de représenter une rotation. Ouais, alors, et puis là on sort tout, quoi, hein, donc ça c'est le XK1 qui est sorti là, et qui va être renvoyé par le bloc. Et donc c'est l'algo Extended Kalman Filter du bloc Simulink, hein, qui va utiliser ça, notamment pour linéariser. Il faut faire plein d'appels à ça. C'est pour ça qu'il y a intérêt à ce que ça soit compact comme code, hein, parce que ce code-là va être appelé plein de fois, pas seulement à chaque itération, aussi à chaque fois pour linéariser.
Donc, il y a des deltas sur chaque état qui vont être faits. Il va regarder la sortie et il va calculer numériquement les dérivés partiels. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup d'appels, hein. Et donc, il y a intérêt à ce que bah, ça prenne pas trop de temps. OK. Et il y a l'autre qui est... save. Yes. Il y a l'autre qui est la fonction de mesure. Et là, c'est tout con. On prélève simplement les 7 mesures, hein. Les 7 premières, sachant que les 3 dernières correspondent à des choses qu'on mesure pas. Donc ça, c'est la facile. Voilà. Voilà. On va lancer. Waouh, c'est pas très rapide, hein. Bon, il compile des trucs. Alors oui, tous les blocs sont compilés. Ça, c'est propre à ce type de bloc, hein. D'abord, il le transforme en code C. Ensuite, il le compile. Et comme j'en ai tout plein, bon, ça fait plein de trucs à compiler. Ça prend du temps. Voilà. Bon, on a donc notamment celui-là, là, ce EKF output qui va nous intéresser. Donc, on va voir tout de suite là maintenant. Alors, voilà. Donc, qui a bien l'erreur qui converge vers zéro lorsque t tend vers l'infini. Et vous voyez que même avant, avec l'EKF normal, alors il est là, l'EKF normal. Donc, je vais les mettre côte à côte, hein. Donc, celui qui ne n'estime pas les offsets, il est où? Il est là. Ça, c'est l'autre. Voilà. Je vais essayer de les mettre côte à côte. L'erreur en régime transitoire, là, elle est à peu près la même, hein, j'ai l'impression, pour les deux. Par contre, à partir du moment où le mouvement s'arrête, où là, il a la possibilité, parce qu'avant, il a pas vraiment la possibilité, hein. C'est uniquement quand le drone s'arrête. Il y a toujours des phases où le drone, il vole stationnaire, hein, dans une séquence, rien qu'au décollage ou initialement, quand on le met en route, hein, il y a une possibilité pour le filtre de Kalman d'estimer quand le drone n'a pas encore décollé, qu'il est statique, hein. Et donc, la partie quasi statique est parfaite. Il a la possibilité d'estimer les offsets à ce moment-là, hein. Et donc là, c'est quand ça bouge plus, hein, qu'il arrive effectivement à estimer les offsets et à faire converger du coup l'erreur vers zéro. Et on peut vérifier, alors que lui, il n'y arrive pas, hein, celui d'avant, il n'y arrive pas. Et on peut vérifier que les offsets estimés par le filtre de Kalman convergent bien vers les vrais offsets. Ici, j'ai mis une sortie. Et je vous avais demandé de retenir la valeur des offsets suivant X, Y et Z. Et c'était du 0,05, moins 0,01, 0,05. Et on vérifie bien qu'ils convergent. Même, vous voyez, il n'y a pas besoin d'attendre les 25 secondes, hein. Il y arrive à peu près, bon, là, ça aussi encore un peu, hein, à partir de 10 secondes, c'est déjà pratiquement estimé. Évidemment, quand les offsets ont convergé vers leur bonne valeur, il estime beaucoup plus précisément aussi l'origine transitoire. Donc ça, vous ne pouvez pas faire l'économie, c'est clair, hein, on ne peut pas faire l'économie d'au moins 7 estimateurs d'offset de gyro, hein. Ça, c'est pas possible, hein. Dans la réalité, les offsets sur les gyros sont significatifs et suffisamment élevés pour perturber un Kalman simple, hein. Donc on est obligé de faire un Kalman de ce type-là qui estime à minima, hein, parce il y a des Kalman encore plus évolués, qui estiment les offsets sur les accélérations aussi, et qui estime les biais sur le magnétomètre, qui estime en fait la distorsion de champ magnétique dans l'environnement du drone courant, quoi. Donc là, oui, bon, c'est des raffinements que là, je ne vais pas vous présenter, hein, mais qui existent sur les AHRS top niveau, quoi. Du genre ceux que vous achetez chez Xsense ou VectorNav, enfin les sociétés qui vous vendent des modules tout faits avec ça qui tourne à l'intérieur, mais ça encore plus évolué que ça, hein. Voilà, mais ça suffit, hein. Si vous n'avez pas besoin d'une précision de reconstruction d'attitude extrême, hein, ça peut largement suffire, hein, pour énormément d'applications. Et donc maintenant, on va l'appliquer au téléphone. Donc,
On va voir, là-dedans, il y a les mêmes composants, hein. Il n'y a pas 36 fabricants de composants MEMS, gyro, accéléro, magnéto, hein. Bon, il y en a un certain nombre, mais il y a quand même ouais, des leaders, hein, dans le marché. Je ne sais pas exactement quel composant est utilisé là sur mon iPhone ou sur vos téléphones, hein, mais il est probable que ce soit à peu près les mêmes. Et donc, on est à peu près le même offset de gyro au final, hein. Le truc qu'on va faire, hein, donc c'est cette fois-ci, on va. Là, vous voyez, j'ai viré les blocs sinusoïdes là où je générais moi-même les mouvements. Et maintenant, je vais alimenter tout mon algorithme avec des vraies mesures qui vont provenir. Alors, ça va pas être du real time, hein. Il va d'abord falloir faire la phase d'acquisition. Donc, ça va sauvegarder des fichiers qui s'appellent accélération data, velocity data, magnétodata. Et après, on va les post-processer et on aura un visualiseur 3D là, avec des repères qui bougent, qui vont nous reproduire en théorie le mouvement qu'on a fait avec le téléphone, hein. Et aussi, on aura une sortie là, EKF State Vector. Là, directement, je le sors. Alors là, il y a le State Vector complet, mais là, il y a surtout le scope Gyro Offset. On va pouvoir vérifier les offsets de notre, cette fois-ci, les vrais offsets de la puce Gyro de votre téléphone. Pour info, donc les repères suivent cette convention là, X, Y, Z, donc qui est la convention ENU, hein. Quand vous avez un Z vers le haut, c'est ENU. Quand vous avez un Z vers le bas, c'est NED. Il se trouve que, bon, pour les drones, il y a les deux, hein. Il y en a qui utilisent ENU, d'autres NED. Alors après, bon, dans l'aéronautique en général, on utilise NED en général, hein. Donc moi, j'ai utilisé NED pour tout ce qui suit, hein, la partie commande, tout ça. Mais ici, MATLAB utilise ENU pour le téléphone. Bon, le téléphone, c'est pas un drone non plus, hein, donc ils ont le droit. Donc on va utiliser ENU. Euh, alors, je vais vous montrer comment ça marche. D'abord, je vais vous mettre le QR code là. Donc, vous flashez ça. Normalement, vous arrivez sur un drive et vous avez un sous-répertoire qui s'appelle euh, AHRS Phone, AHRS Phone, dans lequel vous avez un script qu'il va falloir lancer. C'est lui qui va faire l'acquisition, hein. Je vais vous montrer d'abord comment l'utiliser. Et une fois que vous avez fait l'acquisition de vos mouvements là et des données correspondantes, vous allez les post-processer avec un Simulink qui s'appelle, je ne sais plus comment, il n'y en a qu'un seul dans le répertoire. Vous l'exécutez et ça va vous faire bouger en live un repère, exactement comme vous avez bougé votre téléphone. Et donc là, vous allez, si vous voulez le faire, si vous avez un PC là, vous pouvez le tester, vous copiez sous ces fichiers chez vous, là, enfin tout le répertoire, vous le copiez dans votre MATLAB, dans votre sous-répertoire MATLAB, là, et vous pouvez faire la même chose que je fais là, que je vais vous faire en démo. Ah là, il faut un ordi, hein. Ah ouais, je vous avais dit, il faut installer l'appli. Et il faut également un ordinateur. Alors, ouais, il est probable que vous deviez également ajouter un package. J'ai vu ça ce matin, j'avais oublié de vous le dire la dernière fois. Mais va vous le dire, hein. Vous allez lancer le truc, il va vous dire, ah, j'ai pas le package additionnel suivant. Cliquez sur ce lien, vous cliquez sur le lien et ça vous l'installe et puis c'est bon, quoi. C'est le package qui permet de lire les données du téléphone, quoi. C'est ça que vous avez normalement sur le Drive. Pas tous les fichiers, là, j'ai fait le ménage aussi, hein, mais vous avez normalement les fichiers qui sont utiles. Alors, on va démarrer l'appli, d'abord l'appli MATLAB. Il faut que vous soyez dans ce répertoire-là, enfin dans ce menu-là, hein, où vous avez la liste. Alors, je vais vérifier, il s'appelle capteur, hein. Donc, vous avez la petite barre de côté, là, les trois barres là, et vous appuyez sur capteur là, et vous arrivez là-dedans, hein. Donc, il faut que vous vérifiez que, il y a marqué diffuser vers MATLAB en haut là, hein. Ça, c'est important. S'il y a peut-être des problèmes de droit, et vérifiez, alors il y a un plus, il y a un menu plus là en bas, vous allez dans plus,
et vérifier qu'il y a bien accès au capteur. Appareil photo, on s'en fout, microphone, on s'en fout. Ça, par contre, il faut que ça soit activé, accès au capteur. Éventuellement, iOS va vous demander, ou je sais pas, Android peut-être aussi, est-ce que vous autorisez l'appli MATLAB à accéder au capteur, blablabla. Donc là, il faut évidemment autoriser l'appli à accéder à vos capteurs. Ensuite, vous allez donc dans ce menu-là, et vous n'avez pas besoin d'activer les capteurs, hein. Ça va les activer tout seul. Le script va les activer tout seul à distance. Et vous avez normalement un petit bouton en bas, commencer, qui est grisé, hein. Il va s'activer tout seul. Vous allez le voir s'activer, mais lorsque vous allez lancer le script va vous piloter à distance votre téléphone. Alors, ce fameux script, il s'appelle hackimu.m. Donc, vous le lancez, ACQIMU. Voilà. Bon, alors ça vous dit quoi faire, hein. Donc, start the MATLAB app on your phone, log into your MATLAB account in the app, select the sensors menu, in the settings, select send to MATLAB. Donc là, c'est ce que je vous l'ai dit juste à l'instant, hein. Et ensuite, press any key when you are done. Donc là, on appuie sur une touche et on espère que ça va se connecter. Donc c'est à ce stade-là que éventuellement vous allez avoir un message d'erreur, installer un package supplémentaire. Donc là, vous allez cliquer dessus, l'installer, ça va très vite et revenir cet endroit-là. Donc là, il fait connecting, trying to connect to your phone. Ça prend un certain temps parce que là, évidemment, bah, ça passe par tous les couches réseau et lorsqu'il y est arrivé, vous voyez que le commencer, c'est dégrisé, hein. Donc vous y touchez pas, hein, vous appuyez pas sur le bouton ni rien, tout est télécommandé à distance, hein. Press any key to start logging. OK. Et maintenant, move your device and press any key when finished. Donc moi, je vais juste le faire tourner comme ça et comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais appuyer sur une touche. Boum. Pour sauvegarder tout ce qu'il a acquis. Donc là, il vous rappelle quelles sont les conventions de repères et il vous affiche ses mesures. Donc de magnétomètre, vous voyez, d'accéléromètre et de vitesse angulaire. Voilà. Donc ça, c'est les vraies données qui viennent de mon téléphone échantillonnées à 100 Hz. Donc le script vous configure la fréquence d'échantillonnage également. Bon, bah maintenant, normalement, donc ce script est fini et vous avez dans le répertoire maintenant des fichiers qui correspondent à ça, qui sont axdata.mat, aveldata.mat et macdata.mat, qui sont respectivement les données d'accélération, de vitesse, donc gyro, et de mesure de champ magnétique. Et c'est ça qui va être utilisé par le Simulink correspondant, donc celui-là, là, pour régénérer le mouvement du téléphone. Donc là, vous faites run. Voilà. C'est fini. Et donc là, vous ouvrez. Alors là, j'ai un bloc un peu spécial là qui s'appelle, c'est un VR block, Virtual Reality Block, donc qui affiche en 3D des repères qui bougent. Voilà. Donc vous ouvrez ce bloc, vous obtenez quelque chose, voilà, comme ça. Et ça, c'est une vue de dessus, hein. Et donc ça, vous pouvez faire play et normalement. Voilà, ça vous fait le mouvement de votre téléphone. Il vaut mieux orienter son téléphone plein nord au début, hein, parce que évidemment, c'est par rapport au repère ENU du grand. Et le repère ENU du grand, ben, il a son Y qui pointe vers le nord. Donc, il vaut mieux orienter le Y du téléphone vers le nord. Comme ça, on voit vraiment le mouvement qu'on a fait, quoi. Parce que sinon, il y a aussi le mouvement où le Kalman va se synchroniser pour aller chercher le nord, toi. Donc, ça va perturber un peu ce qu'on va voir, hein. Donc, ça, vous pouvez le faire en activant la boussole et en vous débrouillant pour que vous soyez à 0 degré, hein. Donc, pile poil vers le nord. À ce moment-là, vous n'avez pas ce mouvement de correction
qui va faire un offset finalement par rapport au repère de base qui bouge pas et qui va vous mettre, euh, disons, votre angle courant qui, si vous l'avez pas ajusté, il n'y a aucune chance que ça pointe vers le nord. Bref, alors là, je peux voir les gyro offsets donc, de mon téléphone. Alors, je l'ai pas laissé assez longtemps, hein, clairement. Là, il est encore en train de l'estimer, hein. Il aurait fallu que je le laisse au moins encore une dizaine de secondes, hein. Vous voyez, là, c'est le début d'une exponentielle. Ça continue vers là, hein. Donc là, bon, facilement encore 10 secondes, 15 secondes statique pour le laisser converger vers la bonne valeur. Donc, on va refaire un essai. Vous pouvez le faire en même temps que moi, hein. Donc, je vais refaire. Et je vais essayer de pointer vers le nord tant que j'y suis. Donc, je vais activer la boussole, là. Donc le nord, il est à peu près là. Voilà. Donc je reviens sur mon MATLAB. Voilà. Je lance le script et je vais surtout le laisser un peu plus longtemps pour qu'il converge, pour qu'il estime correctement mes offsets là. Alors, on fait pareil. AkiEmu, press any key, connecting. Il passe en non grisé, c'est bon. Il dit que c'est bon, je suis connecté. Press any key to start logging. Donc là, je vais juste faire une rotation comme ça sur la table à plat pour vérifier. Et ensuite, donc je fais une petite rotation là comme ça. Et surtout, je laisse le plus longtemps possible statique pour qu'il il ait le temps d'estimer mes offsets. Bon, là, ça devrait être bon, je pense. Allez, on va dire que c'est bon. Donc là, il m'a créé des données un peu plus longues et que je vais pouvoir donc mouliner avec mon MATLAB là. Je fais run. Voilà, là ça va plus vite parce que tout est déjà compilé. Et quand on fait play, là, boum, voilà, bon, ça fait à peu près le mouvement que j'ai fait, hein. Et mes offsets, est-ce qu'ils ont eu le temps de converger? Ouais, ils ont eu le temps de converger. Donc là, maintenant, je peux dire que mes offsets sur mon iPhone, là, précisément, c'est vraiment propre à deux iPhones de la même série ont des offsets différents, hein. C'est propre à la puce spécifique que vous avez dedans. Donc j'ai du 10, 10-3, du 8, 10-3 et du 4, 10-3. Donc vous voyez, c'est un peu plus faible quand même que ce que j'avais simulé. Moi j'avais du 10-2, 5, 10-2, hein. Donc c'est quand même un peu plus faible, mais c'est pas négligeable. Donc là, vous pouvez comparer, vous pouvez voir comment vous vous situez par rapport à ça. Et donc, vous avez là un algorithme, hein, que vous pouvez implémenter qui marche, hein, qui n'est pas le meilleur qui soit, hein, mais, parce il y a moyen de raffiner ça, mais qui fonctionne pour, très bien pour une utilisation courante, disons, de pilotage de drone. Voilà, alors il nous reste pour ce chapitre à terminer par un petit quiz, à moins que vous ayez des questions avant, hein. Donc, comme d'habitude, je vous laisse 5 minutes pour le traiter. Vous flashez ce QR code là, ou alors vous saisissez directement l'adresse courte qui est en dessous là, et ensuite on corrige ensemble. Et donc, les derniers sont finis, hein. Voilà. Ok, première question. Quelle rotation est modélisée par le produit d'un quaternion par son conjugué? Euh, bah, ça évolue en temps réel. Là, du coup, avant, c'était la majorité, maintenant, c'est Ah, à nouveau bon. Ouais, bah ouais, c'est trop facile, là.
Donc, 50%, hein, donc, mais avec un petit biais. Euh, donc, c'est effectivement, on a vu que le quaternion conjugué, c'est comme la matrice de rotation inverse, quoi. Hein, donc, c'est la rotation inverse, conjuguée inverse, ou rotation transpose inverse, c'est pareil. Donc, voilà, quand vous faites Q fois Q star, vous revenez de là où vous êtes parti, quoi. Donc, évidemment, c'est une rotation nulle. Ça, c'est à retenir. Euh, Quel est le quaternion unitaire qui représente l'angle nul? Ça, c'est bien, tout le monde l'a bien retenu, vu que je l'ai répété au moins 4, 5 fois là, juste avant, hein. Dans l'initialisation de nos Kalman, on partait de 1, 0, 0, 0, hein, qui est effectivement la rotation nulle. Quelles sont les coordonnées d'un vecteur V ayant subi une rotation modélisée par le quaternion Q? Bon, là, les 15% qui ont répondu faux, ben, révisez le cours de la dernière fois, hein. Donc, c'est pas juste Q fois V, quoi, comme pour les matrices de rotation, hein. C'est avec le quaternion, il faut faire un double produit, hein. Donc, il faut faire Q, V, Q star. Mais c'est Q qui modélise la rotation. Mais pour faire tourner un vecteur, il faut faire une double multiplication. Et dans ce sens-là, hein. Bon, c'est facile à retenir. On fait d'abord Q, ensuite V, Q star. Le filtre de Kalman lisse d'autant plus la sortie que lorsque le gain de Kalman diminue, on tient compte beaucoup plus du modèle, hein, et donc moins de la mesure. Et donc on ne fait pas de mise à jour en fonction de la mesure. On fait une mise à jour moins importante d'un terme qui dépend de la mesure. Donc on est beaucoup plus lisse, hein. Si on faisait la sortie uniquement avec le modèle, on serait parfaitement lisse. Deuxième réponse positive possible, juste possible, c'est les termes de la matrice R augmentent. Donc, c'est pareil, c'est couplé, hein. Quand R augmente, R, c'est le bruit sur la mesure. Quand vous l'augmentez, ça fait diminuer le gain de Kalman. Ça fait diminuer la prise en compte de la mesure dans la mise à jour de l'état. Et c'est ça qui fait finalement que ça peut filtrer passe-bas une mesure, quoi. Quelle est l'équation qui est au cœur de l'estimateur AHRS? Ça, je l'ai répété un certain nombre de fois. C'est pas l'équation de changement de rotation, là, de l'opérateur de rotation quaternion, hein. Ça, on l'utilise peut-être une ou deux fois, mais c'est pas au cœur, hein. Le cœur, c'est bien la relation entre la vitesse, les coordonnées du vecteur vitesse, donc oméga x, oméga y, oméga z, donc qui est donné par le gyromètre, et la vitesse d'évolution du quaternion. Ça, c'est vraiment qui est très simple en plus, hein, remarquablement simple. C'est pour ça que c'est tellement utilisé les quaternions, parce qu'au final, on peut faire les mêmes trucs avec les matrices de rotation avec beaucoup moins d'opérations. C'est beaucoup plus compact. Donc c'est bien cette équation-là qui est au cœur. Bah voilà, on a fini pour ça. Alors, bon, il nous reste encore quelques minutes pour introduire le prochain chapitre. Je vous dirai un petit teasing de ce qui arrive, le chapitre 2, pardon. Alors, il y a 2 et 3 sont assez courts, hein. Là, vous dites, il n'arrivera jamais à finir. Vous avez peut-être raison, mais je ne sais pas, hein, vu que c'est la première fois que je le fais. Mais il se trouve que les deux chapitres qui viennent, ils sont quand même beaucoup plus courts que celui-là. Bon, ils sont denses, hein, mais bon, j'essaierai d'aller. Non, mais je pense que j'arriverai à vous l'expliquer dans les temps. Et surtout de vous faire les démos qui vont avec, parce que j'ai vraiment une démo à la fin qui est super fun. Je ne pensais pas que c'était possible sous Simulink d'utiliser une manette de Xbox pour commander directement le Simulink et d'avoir la visu en 3D du drone qui évolue en real time sans lag. Voilà, le teaser. À la fin, il y aura ça. Donc, avec une manette de Xbox, je vous ferai bouger dans une simulation Simulink qui fait le calcul dynamique, le moteur physique en temps réel avec Simscape, et les lois de commande qu'on aura faites, qu'on aura établies dans ces deux chapitres, plutôt le chapitre 3, parce que le chapitre 2, là, c'est le modèle dynamique. Bon, ça, on l'a déjà vu un peu en robotique, hein, mais on va le voir spécifiquement pour le drone. Et on va aussi voir les modèles de moteur et de thruster, quoi. Bon, c'est pas très compliqué, mais bon, voilà, il faut le connaître.
Et après, on fera toutes les lois de commande, commande en vitesse. Donc ça, c'est le mode accro du FPZ. D'ailleurs, je vais vous montrer ça dans un simulateur. J'espère que je ramènerai ma télécommande de drone on peut la connecter au simulateur directement. Et je vous ferai essayer. Enfin, pas tous. Mais si un volontaire, je vous montrerai à quel point quand on n'a pas l'habitude au début, c'est compliqué de commander un drone à la main en commande de vitesse. Ça s'appelle le mode accro, qui est le mode des pilotes FPV, hein. C'est le mode qui permet d'avoir la plus grande manœuvrabilité, mais ça demande beaucoup d'entraînement. Donc là, je vous montrerai quelle est la loi de commande aussi, le schéma bloc Simulink. On aura un Simulink qui fait ça, hein, et je vous montrerai dans un simulateur réaliste, hein, un jeu, quoi, un truc qui s'appelle Liftoff, qui est sur Steam, qui permet de s'entraîner, hein. C'est un simulateur réaliste de pilotage de drone. Et on verra la commande en position, en attitude. Donc là, il y a une petite astuce qui est assez intéressante. Comment piloter l'attitude avec des quaternions? Comment on fait l'erreur? Ça, c'est pas. J'ai passé un peu de temps avant de trouver ça. Et je vous donnerai toute la bibliographie d'ailleurs qui m'a été utile pour ce cours. Et ensuite, enfin, on verra comment piloter le drone en position, c'est-à-dire pour qu'il suive une trajectoire, avec une commande évoluée, hein, de type computer torque, enfin un truc, pas la commande de base PID nulle, hein. Ça marche pas bien ça, hein. Une commande qui inverse le modèle dynamique, le même type qu'on a vu en cours de robotique dans le chapitre 4. Voilà le teaser de ce qui suit. Donc, j'espère que j'aurai le temps de finir ça la prochaine fois.